Ça tourne. Et pourquoi t'as lancé l'enregistrement? C'est la première fois que je joue au cinéma et que je vois un film qui exploite aussi bien. Alors certes, on a été le voir à l'IMAX, donc on a été dans des conditions parfaites, on va dire. Mais vraiment, il y a énormément de passages où tu sais, il va pas se passer grand chose. Ça va juste être Hugh Glass qui va marcher dans la nature. Mais tu sais, on va constamment entendre des bruits hors champ, que ce soit des espèces de craquements ou d'animaux qui font des bruits et que bah, on voit pas à l'écran parce que soit ils sont derrière la caméra, soit ils sont en haut des arbres, etc. On voit trop peu souvent ça au cinéma. Réussir à exploiter le son et juste mettre du son hors champ, c'est super intéressant en fait. Ça immerge encore plus le spectateur dans l'action. Parce qu'au final, avoir du son derrière soi, bah c'est comme si t'étais vraiment entouré. Alors que dans un film, en règle générale, bah, le son il vient d'en face ou un peu des côtés, etc. Mais là, t'en as vraiment derrière toi, donc ça veut dire que t'es vraiment placé au centre de l'action avec le personnage. Et ça, c'est super important. Et on le voit jamais. Alors certes, les films n'ont pas forcément l'occasion de le faire, mais ça manque. Quand le fils de Hugh Glass il meurt, il sort de sa tombe et qui se met à ramper vers son cadavre et que finalement il arrive vers lui, etc. Il se pose à côté de lui et à ce moment-là la caméra est vraiment toute près et tu sais, elle est tellement près que en fait son souffle il va sur l'écran de la caméra. Ouais, ça fait de la buée. Et à ce moment-là en fait, ben, on entend juste la respiration de Hugh Glass et puis tout d'un coup on a un plan dans le ciel à travers les nuages. La respiration reste et ensuite la respiration rejoint la respiration du personnage de Tom Hardy et c'est dingue parce que la plupart du temps dans les films, tu sais, on fait commencer le son du prochain plan en avance, ça permet d'adoucir le montage, etc. Mais là c'est vraiment accentué parce qu'on n'a pas que quelques secondes de son en plus pour le prochain plan, on a carrément parfois des minutes avec du son qui est déjà mis en avance, mais où l'image va arriver que quelques minutes plus tard, ou même l'inverse. C'est-à-dire qu'on a changé de plan, mais on continue à avoir le son du plan précédent qui reste et qui va durer plusieurs minutes. Et là, ça va tellement loin que bah en fait, le son du plan précédent, il va rejoindre le son du plan, pas du plan suivant, mais celui d'après encore. Il y a un truc qui est bien, et que m'a fait remarquer Timothée. Quand Tom Hardy et le gamin réussissent à retourner au campement principal, ils vont voir donc le lieutenant, le capitaine ou le général, enfin bon bref, il leur explique ce qui leur est arrivé. Il lui rappelle que il lui avait promis de le payer pour avoir fait ça. On va l'appeler le commandant et il monte à l'étage. Tu sais, on est en plan séquence, on est toujours sur Tom Hardy et le gosse. Tout ce passage-là se passe hors champ. Il monte les escaliers, il va à l'étage, ouvrir le coffre, chercher l'argent et redescendre. Et on voit même de la poussière tomber du plafond. Et quand tu vois cette scène-là, tu te dis « Ok, c'est génial, genre, on l'imagine passer au-dessus et passer de gauche à droite, etc. » Et en fait, sans te rendre compte, eh ben, tu te spatialises la pièce. Et plus tard dans le film, quand le commandant revient après avoir trouvé Hugh Glass et qui cherche Tom Hardy et qui retourne dans cette pièce-là, qui monte à l'étage, et bah tu sais déjà où est-ce qu'il est le coffre. Tu sais que le coffre, il est dans la pièce au fond à gauche. Parce que la première fois, certes tu l'as pas vu, mais t'as entendu, et là tu le vois enfin, bah visuellement t'es pas perdu parce que on t'a appris avec le son comment est-ce que la pièce était faite et où est-ce qu'étaient placés les objets, et c'est fou. Donc le travail sur le son, il est impressionnant parce que lors du tournage, ils ont principalement pris les voix, mais tous les sons annexes de nature, de pas, ont été refaits en post-production. Et donc le travail est extrêmement impressionnant. Rien que pour l'ours, il faut s'imaginer que l'ours, bah, c'est pas un vrai ours. Tous les grognements, tous les coups de griffe, tous les pas de l'ours sur le sol, etc., c'est refait en post-production. Et d'ailleurs, le sound designer qui s'est occupé de ça,
La première fois, il avait vraiment fait un ours qui était expressif, qui arrêtait pas de grogner, qui arrêtait pas de faire du bruit, etc. Et Inaritu, il lui a dit non, enfin, sincèrement, tu penses vraiment que l'ours il se comporterait de cette manière C'est un animal, certes, il va grogner, mais pas constamment en fait. Il va être violent, mais quand il est violent, c'est pas parce qu'il donne un coup de patte qu'il va forcément grogner en fait en donnant son coup de patte. Il faut vraiment retranscrire ce que l'ours, la manière dont il s'exprimerait en fait sur un combat comme ça. Et au final, bah, t'as un ours qui est pas si expressif que ça, et qui se comporte exactement comme un animal. En fait, il est totalement imprévisible. Je pense que c'est une erreur qui est faite souvent ou quand t'as un animal à l'écran et qu'on va le rendre très expressif pour faire comprendre qu'il apparaît à l'écran, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Genre un chien, on va toujours le faire trop aboyer ou ce genre de choses. Les ingé-sons qui ont été faire des prises de son pour ensuite les ajouter au film ont vraiment fait un travail extraordinaire parce que les sons sont vraiment beaux. Quand on entend les prises de son de feu, c'est pas des feux qui craquent ou qu'on a déjà entendus. Il y a vraiment énormément de détails. Il y a le bruit de la braise, il y a le bruit des flammes. Pareil dans l'eau. C'est pas une seule prise son d'une rivière ou d'un ruisseau, c'est vraiment plusieurs entremêlées qui sont belles, qui ont bien été enregistrées et qui sont placées au bon endroit. Pareil pour le vent, le vent est beau. Il y a même des endroits où le micro sature en fait. Ils ont enregistré du vent et ça fait saturer le micro et ils l'ont mis et ça fait du sound design. C'est tout bas mais c'est là. Et il y a même le son de la neige qui tombe. Alors dans la réalité, je saurais pas dire si ça fait du son quand la neige tombe. C'est intéressant de vérifier. Mais en tout cas, ils ont pris le parti que ça en faisait et ils l'ont recréé. Ce film, c'est vraiment une ode au son et au sound design. Je parle pas visuellement des choses, mais c'est vraiment beau en fait. Juste à écouter. Il y a une chose aussi qui est un peu bizarre mais qui prend sens quand on réfléchit un peu. À certains moments, tu as des sons, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils apparaissent comme ça sans raison. Genre à un moment, tu as un espèce de son de cloche qui apparaît à la scène finale. Et à plusieurs moments dans le film, tu as des espèces de sons assez spéciaux qui n'ont pas forcément lieu d'être dans l'action. Ça rejoint tous les plans un peu d'hallucination qu'il a. Ou de rêve, je sais pas trop comment appeler ça. Pourquoi est-ce que on n'aurait pas le droit d'avoir des hallucinations sonores, mais pas forcément en même temps que les hallucinations visuelles? Il lui arrive un truc horrible, on va pas forcément exprimer sa folie ou sa rage de survivre par des hallucinations visuelles. Et donc il y a des hallucinations sonores à plusieurs moments dans le film, et parfois même elles rejoignent la musique. Il y a un truc aussi, pour reparler de la scène où il monte à l'étage pour vérifier que le coffre il a pas été pillé, etc. À ce moment-là, t'as de la musique, et en fait, c'est le bruit d'un micro qui sature quand on tape dessus, et qui est utilisé comme rythme pour ajouter de la tension. Sauf que ce son-là, en fait, il est moche, mais là, ils ont choisi de l'utiliser, et il y a plein de choses comme ça dans le film, et j'ai trouvé ça original, en fait. Sur le chevauchement des sons, il y en a un qui fonctionne très très bien, c'est quand Hugh Glass est face à la pyramide de crânes, donc on est dans un espèce de rêve, il fait face à ces crânes et on entend un bruit régulier, quelque chose qui frappe, enfin un objet métallique qui frappe. Là tu t'imagines qu'en fait c'est du sound design, c'est de la musique et que la volonté est de créer une tension ou une ambiance en particulier. Et au final le son progresse, on a un changement de plan et on se rend compte que c'est Tom Hardy qui creuse la tombe avec l'espèce de petite pioche là. Et là aussi, t'as du son qui arrive en avance. Ça fait ça aussi à la fin, quand Hugh Glass décide de partir à la recherche de Fitzgerald. Et en fait, on a déjà le son du plan suivant sur ce plan-là. Pour la musique, ça va être la même chose que pour Sicario ou The Hateful Eight. C'est-à-dire que c'est pas une musique qui est exceptionnelle du tout. C'est pas une musique qui va être mémorable. C'est juste une musique en fait qui est épisodique et qui va servir à alimenter certains passages et rajouter une dimension particulière au film, une immersion. Pour moi, il n'y a qu'un seul endroit où la musique fonctionne parfaitement. Et c'est le moment où t'as le plan qui est très très loin, où en fait t'as Hugh Glass, il marche sur le lac gelé, et on est très très loin, et la caméra descend et se rapproche de lui au fur et à mesure. Et en fait, quand le plan apparaît, t'as la musique qui démarre, et on sent en fait la grandeur de l'espace dans la musique.
Elle est bien, elle fonctionne bien, mais elle remplit son rôle parfaitement qu'à cet endroit-là. C'est que quand le film commence et qu'on a la succession des producteurs, etc., il y a un espèce de son bizarre qui fait comme ça. Et bah ce son-là, c'est le tout premier son qui apparaît dans le film, et c'est le tout dernier son qui clôture le film. Toi, t'as quitté la salle, donc le film se termine, et putain, à la fin, quand j'ai entendu le son, j'ai fait putain, mais c'est marrant, j'ai l'impression que c'est le tout premier son qu'on a entendu quand le film a commencé. Et là, je viens de vérifier, et c'est ça. Et par exemple, bah, le précédent film de Inarritu, Birdman, la première image, c'est une espèce de boule en feu qui traverse le ciel un peu comme une météorite. Et la toute dernière image, c'est le personnage d'Emma Stone qui regarde en l'air. Et quand tu montes les deux ensemble, bah, t'as l'impression qu'en fait elle regarde cette boule de feu qui traverse le ciel.